Des fonctionnaires voilés. Si la Fédération des femmes n'y voit aucun problème, à Québec, les deux femmes chefs de parti s'indignent. Partout dans le monde, il y a des femmes qui se battent pour obtenir l'égalité. Il y en a qui paient le prix de leur vie. La chef de l'ADQ a demandé à la ministre de la Condition féminine de désavouer la Fédération des femmes du Québec. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur fondamentale et le message est clair. On ne peut pas avoir de message plus clair que ça. C'est vraiment une mauvaise habitude, Monsieur le Président. Ce gouvernement n'a pas d'opinion. Questionnée à 6 reprises sur le même sujet par les deux chefs, Christine Saint-Pierre n'a pas voulu répondre. Pourtant, le Conseil du statut de la femme, dont elle est la ministre de tutelle, s'oppose au port du voile et de signes religieux dans la fonction publique. C'est une question qui est beaucoup plus large que celle-là. Elle défend rien, elle n'a pas de position. Moi, je crois qu'il y a là un manque de courage. Peut-être un manque de courage, mais ce débat divise non seulement le mouvement des femmes, mais toute la société selon un nouveau clivage qui se superpose au traditionnel clivage gauche-droite ou fédéraliste ou souverainiste. Pour les adeptes de la laïcité, il s'agit de questions de fond qui la définissent. Le gros débat, c'est entre deux aménagements possibles de la laïcité. On parle de laïcité républicaine ou de laïcité ouverte. L'acceptation des signes religieux dans la fonction publique, par exemple, pose un certain problème à l'égard de la neutralité de l'État. Pour certains, la réaction d'opposition à la position de la Fédération des femmes du Québec relève plutôt de la peur et de la fermeture à la diversité, tandis que d'autres croient que cette réaction n'est pas justifiée, compte tenu du petit nombre de cas dénombrés. Dans tout ça, là, les gens qui réagissent fort, est-ce qu'ils réagissent fort parce qu'ils se disent, tu sais, sur la base d'un raisonnement, etc., l'État doit être neutre et donc c'est inacceptable, ou est-ce qu'ils réagissent fort parce qu'ils ne sont pas capables de supporter une femme portant le voile? Je trouve qu'on a au moins le droit de se poser la question. Je ne pense pas que, étant donné la réalité sociologique telle qu'elle est dans la société québécoise, où on parle essentiellement de groupes religieux qui sont très petits, minoritaires. Je fais partie d'un groupe religieux qui fait 100 000 au Québec et dont les membres qui portent des vêtements ostentatoires, même des kippas, oublions les gens qui s'habillent de manière très ostentatoire à Outremont, sont infinitésimaux par rapport à la majorité. Je pense que sociologiquement, les risques que ce soit la conception de la laïcité que je défends, les risques qu'elle déborde et qu'elle débouche sur le fait que dans une école, on est plein de monde en soutane, en voile, c'est une possibilité théorique, mais étant donné la réalité sociologique dans laquelle nous nous trouvons au Québec, c'est pas vraiment un risque. Tant qu'on parle du foulard au singulier, ça va bien. Quand on aborde la réalité des foulards, voilà que la confessionnalité ressort un peu plus. Deuxièmement, je ne veux pas être caricatural, mais pourquoi ne pas penser qu'il pourrait y avoir un retour des soutanes? Selon certains militants pour la laïcité, cette éventualité du retour des soutanes n'est pas une boutade, car le voile en tant que symbole religieux remet en cause la laïcité et toutes les luttes passées qu'ils ont dû mener. Bon, je travaille en intégration des immigrantes aussi. Et je dois maintenant expliquer à tous ces gens qui arrivent que nous sommes une société laïque, mais il y a tout autour, toutes ces choses-là. Et moi, je leur dis, je me suis battue pendant 30 ans pour ça. Et maintenant, tous ces symboles reviennent. Où est la cohérence de notre société? S'il vous plaît, répondez-moi comment leur transmettre ce message de cette bataille que nous avons menée, nous les femmes, mais aussi les hommes pendant 30 ans. Ruba Ghazal, une jeune Palestinienne arrivée au Québec alors qu'elle était encore enfant,
croit qu'il faut plutôt faire preuve de patience à l'égard des femmes voilées. Moi, c'est en opposition à ma famille que je suis devenue féministe et qu'aujourd'hui, je milite dans un parti féministe. Mais c'est pas le lendemain que ça m'est arrivé quand je suis arrivée au Québec. Le lendemain, je suis devenue féministe. Tout à l'heure, qui est-ce qui disait, vous dites, ça vous a pris 30 ans? Mais ces femmes-là, laissez-les-leur le temps d'arriver. Ça fait une quinzaine d'années qu'elles sont là. Celles qui n'ont peut-être pas vécu les violences. Mais en fait, c'est vraiment important, quand je parle de la notion du temps, moi je suis très très contente d'avoir vécu mon intégration au Québec et mon sentiment à l'identité québécoise, et je suis même une indépendantiste convaincue. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que c'est un cheminement qui a été très très long. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que je suis contente de l'avoir vécu, cette période fragile d'intégration, bien avant toute la question des accommodements raisonnables. Il faut donner le temps, il faut juste être patient avec ces personnes-là. L'économiste Louis Gill n'est pas d'accord. Cet appel à la patience constitue, selon lui, plutôt un recul collectif. Il n'y a plus de prêtres qui se promènent en soutane, il n'y a plus de sœurs qui se promènent avec leur cornette, et puis tout le monde estime qu'on a fait un pas en avant. Par ailleurs, j'ai entendu des remarques un peu surprenantes disant que disons, la personne qui est intervenue en ce sens-là disait « Moi, j'ai fait mon cheminement, on a tous fait notre cheminement, puis les autres vont devoir faire leur cheminement. » Mais là, ça ne marche pas parce que ça voudrait dire qu'on fait du surplace. Si à chaque fois que quelqu'un recommence le cheminement puis il le prend à zéro, c'est comme s'il ne bénéficiait pas d'un état, disons, de progression auquel on est arrivé. Mais les partisans en faveur du port de signes religieux dans la fonction publique croit plutôt que l'opposition au voile constitue un signe d'intolérance et que le véritable enjeu est plutôt celui de l'intégration à l'emploi. On est assez étonné d'un certain niveau d'intolérance et d'incompréhension qu'a soulevé notre position. Le féminisme est basé sur la liberté de choix, avance la Fédération. Il faut lutter contre les intégrismes et non contre les femmes. Parce qu'elles ne trouveront pas d'emploi dans le privé si l'État prend une telle décision. Notre priorité, c'est l'intégration des femmes en emploi et on ne devrait pas faire entrave à cette intégration. Ce qui est certain, c'est que s'il y a interdiction de port de signes religieux dans la fonction publique, des femmes comme moi qui portant le foulard par conviction religieuse n'auront pas l'opportunité, n'auront pas la chance de pouvoir travailler dans la fonction publique. Et pour moi, c'est un droit de chaque citoyen de pouvoir prétendre à avoir accès à la fonction publique. À mon humble avis, ça a un inconvénient. Et c'est celui, oui, de risquer de priver d'emploi un certain nombre. Et d'emplois, bon, pas toujours si bien payés, je le sais, mais quand même convoités par une bonne partie de la population à cause de différents avantages. Forcer un certain nombre de gens à choisir entre leur croyance religieuse et leur désir de travailler dans la fonction publique ou les services publics, moi, ça m'apparaît difficile. Je trouve pas que c'est une contrainte qui est si grande que ça. On a quand même dépolitisé notre fonction publique. On refuse que les gens affichent leurs convictions politiques au travail. Je vois pas en quoi c'est un problème de demander la même chose au niveau de l'identité religieuse et ça n'empêche absolument pas les gens d'avoir des convictions. Donc oui, ça amène des contraintes. Bon, évidemment, on donne toujours l'exemple du voile. Moi, je pense que si une femme veut travailler dans la fonction publique, cela implique que le voile, elle ne peut le porter au travail. Eh bien, moi, je pense que quand les règles sont claires, puis qu'on a l'avantage d'être claires, tout le monde va s'y rallier. Moi, je suis à peu près sûre de ça parce que l'emploi, c'est l'intégration par l'emploi. Moi, c'est au nom de l'inclusion, justement. Je sais que Québec solidaire dit c'est au nom de l'inclusion qu'il faut accepter le port de signes religieux, etc. Moi, je dis au nom de l'inclusion, il faut le refuser. Si pour certains, l'enjeu, ce sont les 500 000 emplois du secteur public, pour d'autres, c'est le principe même de la laïcité qui est remis en cause. La question de la laïcité, c'est une question qui concerne la séparation entre l'État et les Églises. Et l'État est tenu de préserver la neutralité de ses institutions. Bon, alors c'est une question politique qui concerne quoi? La place de la religion dans la société. Ça n'a rien à voir avec
l'accès à l'emploi des immigrants. La question de la laïcité au Québec, premièrement, ça ne concerne pas les immigrants comme tels, mais ça concerne l'ensemble des Québécois, tous les Québécois dont font évidemment partie les immigrants. L'accès à l'emploi, c'est un autre dossier et qui relève pas de la laïcité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la laïcité, c'est un concept qui est beaucoup plus large. Ça ne concerne pas uniquement le port de signes religieux. Je vais donner l'exemple, par exemple, l'automne dernier, les accommodements religieux à la SAAC, alors où les Juifs ont demandé, refusaient la mixité finalement de la part d'une examinatrice. Bien, c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'accès à l'emploi des immigrants. Cette idée que l'enjeu du débat sur le port du voile n'est pas relié à l'emploi a ses adeptes également parmi les immigrants et même parmi les musulmans. Je m'appelle Afida Oussetti, ça fait 22 ans que je suis là. Moi, je m'insurge un peu contre votre vision idyllique du voile et pour vous dire que vous nous faites mal en offrant un tel discours sur le voile. L'autre point que je voulais insister, c'est le droit à la modernité de toutes les femmes. Toutes les femmes ont droit à vivre dans un Québec fort, dynamique. Et porter le voile, c'est déjà s'exclure. Moi, je suis architecte. Pensez-vous qu'il y a beaucoup d'architectes qui pourraient monter sur tous les toits avec un voile ou être pilote, je ne sais pas. C'est déjà une exclusion voulue. Alors, donnez-leur, au contraire, des outils pour qu'elles participent au Québec moderne, pour qu'elles soient une part active. Le professeur de philosophie Daniel Wenstock croit que ce n'est pas l'absence du voile qui garantit la neutralité. Et je tiens beaucoup à cette dimension du principe de laïcité qui impose aux agents de l'État et aux principaux services de l'État d'agir par rapport aux citoyens de manière rigoureusement neutre, de les servir de manière professionnelle. Je ne vois pas en quoi le fait de s'habiller d'une certaine manière détermine qu'on va agir de manière neutre ou non. Vous savez, des personnes peuvent s'habiller comme la majorité, avec t-shirt et jeans, et avoir des comportements tout à fait non neutres. Alors, je pense qu'en mettant l'accent autant qu'on le fait sur l'apparent, sur le vestimentaire, on perd de vue ce qu'on devrait chercher à contrôler de manière rigoureuse, à savoir le comportement. L'apparence de neutralité, à mon sens, est aussi importante. Ce n'est pas tout, bien sûr. C'est le discours et les comportements qui sont très importants. Mais nous sommes quand même dans une société où, on le dit pour les tribunaux, l'apparence de neutralité est très importante, et je dirais la même chose pour la fonction publique. Ce débat à savoir si le voile islamique garantit ou ne garantit pas la neutralité de l'État ne rassure pas certains membres de la communauté musulmane qui ont une connaissance pratique de l'islamisme intégriste. Mon nom est Hassan Jamali. Je ne sais pas pourquoi Mme Ghazal a tout à fait négligé une dimension extrêmement importante derrière le voile, qui est la dimension politique. Elle a parlé de la frustration du monde arabe, mais on n'a pas jamais mentionné, elle a parlé même de l'Irak, de Gaza, etc., mais elle n'a pas dit qu'on a tué des milliers de femmes musulmanes en Algérie et en Irak, surtout les femmes professionnelles, et aussi à Gaza, la femme non voilée subit une pression incroyable et n'a pas le choix que porter le voile, et on a passé inaperçu. Aussi, il faut se rappeler d'une chose, que c'est vrai que toutes les femmes voilées ne sont pas intégristes, mais toutes les femmes intégristes sont voilées. Mais Françoise David craint davantage le fondamentalisme chrétien que l'islamisme politique. J'ajoute que dans certains milieux, à gauche, on avance que l'islamisation politique de la société québécoise est un danger réel, un point de vue que je ne partage pas. Je m'inquiète bien davantage des fondamentalistes chrétiens, dont les mouvements extrêmement riches et soutenus par des médias influents sévissent aux États-Unis et même au Canada. Je ne nie pas évidemment la place très préoccupante de l'islam fanatique et meurtrier dans le monde, cette partie de l'islam qui est comme ça. Une extrême vigilance s'impose. Rapidement, si jamais on permet aux femmes d'avoir des postes dans la fonction publique, et comme les femmes voilées, et dans les fonctions publiques, dans les hôpitaux,
à l'école, etc., il faut ne pas oublier une chose, que les femmes voilées qui ont des diplômes universitaires, souvent, pas toutes, mais la majorité qu'on voit partout, surtout à la commission Bouchard-Taylor, ce sont les militantes islamistes politisées, ces femmes-là. Le voile, c'est un symbole politique et qui est l'étendard de l'islam radical et c'est aussi un symbole sexiste. Il y a juste aux femmes à qui on demande de se voiler. Ça n'a pas sa place dans nos institutions publiques parce que la laïcité nous dit que nos institutions publiques doivent être neutres. Mais le voile, ce n'est pas qu'un symbole de l'islamisme politique. C'est aussi l'illustration de toutes les limites qu'il impose aux femmes. Il ne faut pas s'imaginer que moi, je suis insensible là, quand, par exemple, en plein été, à 35 degrés, je vois des femmes portant un long manteau avec un voile qui marchent à côté ou derrière un homme qui, lui, est en petite chemisette d'été confortable. C'est sûr que ça vient me chercher. Un pragmatisme qui inspire le professeur de philosophie Daniel Weinstock au point de privilégier une approche au cas par cas. Aucun principe abstrait ne peut avoir la finesse et le doigté pour rendre compte de la complexité que les gens ont à vivre dans des situations précises, dans toutes sortes d'institutions. Alors moi, je pense que de donner des règles fermes pourrait devenir comme une sorte de carcan qui mènerait des administrateurs dans des écoles, dans des hôpitaux, à ne plus disposer d'une marge de jugement. J'ai l'impression que ce que je devrais faire pour régler mon cas, c'est ceci, mais la règle stricte m'impose cela. Ôter le jugement, ôter la capacité de jugement de la part des administrateurs, je ne pense pas que ce soit une bonne chose à cause de la diversité des types de cas qui se présentent dans toutes ces institutions. Mais comment cela se passerait-il dans la pratique, dans les bureaux de l'État? Est-ce que cette approche ne risque pas d'être ingérable? C'est beau la philosophie, mais dans le concret, comment on fait? Est-ce que c'est gérable ou non gérable? Par exemple, dans l'État, je vais dire mon nom, c'est Marie-Claire Denis, je parle à mon nom personnel et je suis fonctionnaire. Par exemple, si on accepte des femmes avec le voile, parce que je suis contente que Mme David a dit que oui, le problème était là, surtout, hein. Bon, alors, mettons, on accepte une dame avec le voile, mais qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agressivité en avant de la part des clients qui viennent de tous les pays. Okay? Et que pour éviter ça, la dame aussi qui sert à l'accueil, on la met en arrière et on lui fait faire du placement. Okay? Est-ce qu'on la sert vraiment en faisant ça? Est-ce qu'on lui rend... Est-ce que c'est un plus pour elle? Et deuxièmement, est-ce que c'est un plus pour l'équipe qui travaille avec elle s'ils sont en rotation? Alors moi, c'est plus comment on fait, ça devient ingérable à un moment donné pour toutes sortes de raisons. Parce qu'elle ne pourra pas remplacer ses collègues. En tout cas, c'est plutôt ça. Le professeur de sciences religieuses Louis Rousseau propose de mettre en application le devoir de réserve. Moi, ma proposition, c'est simplement appliquer à la question de la manifestation des appartenances religieuses les principes qu'on a déjà dans la fonction publique du devoir de réserve. Vous n'avez pas le droit de porter un signe qui dit « je suis adéquiste ou péquiste ou libéral ». Pour que le citoyen, quand il rencontre un fonctionnaire, se dit « je rencontre quelqu'un qui va m'expliquer les programmes et c'est pas parce que moi, je suis pas de son option que lui va agir. Lui, il représente le bien commun des programmes de l'État et c'est ça que j'attends de lui. » C'est la même chose. Moi, je serais pour le devoir de réserve, pas pour tous les fonctionnaires, pour les fonctionnaires qui sont en contact visuel avec le public. C'est vraiment pas réaliste, deux applications du devoir de réserve religieux. L'un, quand je suis en contact avec le public, et l'autre, lorsque je ne suis plus en contact avec le public. Une conviction religieuse, c'est comme une conviction politique, ça ne se sépare pas. Si je travaille dans la fonction publique, je n'exprime pas mes opinions politiques à cause de mon devoir de réserve. De la même façon, je ne devrais pas exprimer mes convictions religieuses, toujours selon le même principe du devoir de réserve. Mais l'élargissement du devoir de réserve laisserait plusieurs services publics sans balise. Selon Daniel Barry, la nécessité d'une charte de la laïcité est incontournable. Mais si on ne fait qu'affirmer la laïcité de l'État, ça ne nous permet pas de gérer différemment ce type de demande. La Charte de la laïcité pourrait définir davantage. Ce que je veux dire, c'est que dire simplement dans une phrase qu'on pourrait ajouter à la Charte des droits et libertés que l'État est laïque, c'est ça qui serait insuffisant. Une charte de la laïcité devrait définir davantage le fait et encadrer l'expression de la religion dans les institutions publiques, ce que la Charte des droits et libertés ne fait pas.